Parfois, ce ne sont pas les cris qui trahissent un crime, mais le silence qui suit. À Langridge, une maison figée dans le passé, une vieille femme disparaît, une lettre réapparaît, et les fleurs murmurent ce que les hommes taisent. Depuis où écoutez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le-moi en commentaire. Entrons dans le mystère. Il y avait bien des années que je n'avais mis les pieds à Charnwood. Le train s'était arrêté avec cette lenteur particulière des lignes secondaires, comme s'il hésitait à interrompre la quiétude d'un lieu oublié. En descendant sur le quai étroit, j'ai retrouvé cette odeur de pierres anciennes, d'herbes mouillées et de feuilles déjà tournées, bien qu'on fût encore en mai. Mrs. Felicity Arbury m'attendait, silhouette fine et penchée, dans ce manteau bleu pâle qu'elle portait toujours en demi-saison. Elle me prit la main sans empressement, comme si elle voulait prolonger ce geste simple. « Jane, dit-elle, le village s'use, mais il ne s'efface pas. » Sa voix avait la même douceur entêtante que jadis, mais j'y percevais une note nouvelle, comme une fatigue retenue. Sur le chemin de sa maison, elle me parla de mille riens. La mort du facteur, la mauvaise santé du vétérinaire, et cette voisine nouvelle, installée sans dire bonjour. Je l'écoutais en silence, observant les haies taillées avec trop de précision, les grilles repeintes à la hâte, les jardinières sans fleurs. Ce n'est qu'en poussant le portillon de fer forgé que sa voix changea. Ethel Langridge vous a vu dans un article, l'an dernier. Elle a dit « Jane Marple a toujours compris plus que les autres ». Il y avait dans son regard quelque chose de chargé, mais elle détourna les yeux aussitôt. Je ne répondis rien, pas encore. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Felicity posa délicatement une enveloppe crème à côté de ma tasse. « C'est d'Ethel, dit-elle. Elle a entendu que vous étiez ici. Elle organise un thé cet après-midi. » Je regardais la fine calligraphie penchée, cette écriture que je n'avais pas vue depuis plus de 20 ans. Je me souvenais d'Ethel Langridge comme d'une femme discrète, presque effacée, mais dont l'autorité douce n'avait jamais eu besoin d'être exprimée pour se faire sentir. Elle vivait seule depuis la mort de son mari pendant la guerre, et entretenait son jardin avec une rigueur que d'aucuns jugeaient excessive. Felicity reprit, sans me regarder. Elle ne reçoit plus beaucoup. Ce thé, je crois que c'est sa manière de dire adieu. Elle n'expliqua pas davantage. Je me contentais d'acquiescer. Le silence entre nous avait pris une densité nouvelle. Comme une pièce que l'on n'ose pas ouvrir, de peur d'y déranger quelque chose de trop soigneusement ordonné. Ce fut une journée d'une clarté trompeuse, comme en connaissent parfois les villages anglais avant un grand orage. Le jardin d'Ethel Langridge était tel que je m'en souvenais, d'une propreté qui frôlait l'abstraction. Chaque buisson semblait à sa place, chaque allée ratisée avec une précision militaire. Il y avait même, sur la table de fer forgé, une nappe amidonnée, chose rare en extérieur. Ethel nous accueillit avec un sourire mesuré. Elle portait une robe grise, un châle ivoire, et son chignon impeccable lui donnait cet air de dignité silencieuse que certaines femmes ne perdent jamais. Elle me salua sans effusion, mais ses doigts s'attardèrent un peu plus qu'il ne fallait sur ma main. Le thé fut servi avec minutie. Les gâteaux tous faits maison, naturellement. Il n'y avait pas un bruit, sinon le frémissement des feuilles et le murmure du petit ruisseau en contrebas. Mais ce silence, loin de détendre, semblait peser sur les épaules de chacun. Je l'observais, elle. Son regard se posait sur les fleurs comme on effleure de vieux souvenirs. Lorsqu'elle parla de ses pivoines, elle le fit avec une lenteur étrange. Elles sont très en avance cette année, comme si elle savait. Personne ne releva cette remarque, mais j'en fus troublé. Il y avait dans l'air une tension douce, presque imperceptible, comme une note tenue trop longtemps dans une pièce trop bien accordée. Je reconnus plusieurs visages, tous marqués par le temps mais toujours fidèles à eux-mêmes. Madame Portinari, encore plus vive qu'autrefois, portait ce regard d'aiguille qu'elle réservait aux conversations croustillantes. Le docteur Hewitt, installé à Charnwood depuis 15 ans, ne parlait que par bribes et ne touchait pas au gâteau. Et puis il y avait Samuel, le jardinier, que je n'avais pas vu depuis des décennies. Il se tenait un peu à l'écart, les mains croisées devant lui, comme s'il n'était pas certain d'avoir le droit d'être là. Son regard, sombre et profond,
n'effleurait personne plus d'un instant. Mais chaque fois qu'il se posait sur Ethel, je remarquais un léger frémissement. Non de peur, quelque chose de plus ancien, de plus dense. Les échanges autour de la table semblaient anodins. Le nouveau curé, la toiture de l'église, une invasion de taupes. Mais sous ces sujets banals, je percevais des silences, des regards glissés, des phrases inachevées. À plusieurs reprises, je sentis que quelque chose voulait se dire, mais se retenait, alors que le thé touchait à sa fin et que chacun faisait semblant de s'intéresser aux biscuits restants. Ethel se leva pour arranger un vase de pivoine posé près de la fenêtre. Le geste aurait pu paraître anodin, s'il n'avait été si lent, si appliqué. Elle effleura chaque tige comme on effleure un souvenir. Ces fleurs-là, dit-elle en souriant doucement, ont besoin d'être coupées au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard. Sinon elles vous échappent. Elle tourna alors la tête vers l'étang, en contrebas du jardin. Je suivis son regard. L'eau était immobile, d'un vert profond, comme si elle dormait. Lorsqu'elle se retourna, son visage était paisible, un peu trop paisible. Je fus l'une des dernières à quitter le jardin. Les autres invités, par politesse ou par gêne, s'étaient dispersés rapidement. Felicity m'attendait déjà près du portail. Mais je traînais volontairement les pieds, laissant mes doigts effleurer les haies taillées avec tant de soin. C'est alors que je l'entendis. Un souffle, un presque rien, mais distinct. J'ai tout préparé. Je crus d'abord m'être trompé. Mais en me retournant, je vis Ethel encore sur le perron, droite comme une statue, les mains croisées. Son regard n'était pas tourné vers moi. Il allait bien au-delà. Je ressentis alors un frisson léger, venu de nulle part, comme un pressentiment. Pas une peur, quelque chose de plus ancien, une forme de tristesse suspendue, comme si quelque chose était déjà fini, sans encore l'être. Je ne dis rien, et elle non plus. Je ne dors jamais longtemps dans les maisons qui ne sont pas les miennes. Ce matin-là, un silence étrange m'éveilla, plus dense qu'à l'accoutumée, comme si quelque chose, sans bruit, avait basculé. Lorsque j'ouvris les volets, la brume recouvrait le jardin d'un voile uniforme, effaçant les limites, atténuant les contours, rendant chaque chose à la fois plus proche et plus incertaine. On aurait dit un monde suspendu. Je descendis lentement. Felicity n'était pas encore levée. Le couloir paraissait étroit, presque rétréci par le silence. Ce fut un cri, lointain mais perçant, qui brisa cette immobilité. Un cri de femme, celui d'une terreur nue, sans retenue. Un frisson me parcourut. Je restai un instant immobile, avant de suivre, sans urgence, la direction de la voix. Le bruit venait du domaine Langridge. Une domestique était sortie tôt pour ramasser le linge oublié. C'est elle qui avait vu. Plus tard, j'appris que Offrande retournait à l'eau. Mais ce qu'on appelait la paix, je le savais déjà, n'est souvent qu'une apparence bien ordonnée. Et dans le silence qui suivit, quelque chose en moi résista à l'évidence. Lorsque j'arrivais, les curieux avaient déjà été tenus à distance. Il n'y avait que quelques silhouettes encore figées, comme si elles attendaient une permission pour croire ce qu'elles venaient de voir. Je restais en retrait. Mon regard fut attiré, non par le corps, on l'avait déjà recouvert, mais par les détails laissés autour. 2 chaussures, impeccablement alignées sur la berge, propres, orientées vers l'eau, comme si leur propriétaire les avait posées là, avec soin, avant d'entrer doucement dans la mort. Mais il n'y avait aucune trace de pas, ni sur la pente légèrement terreuse qui descendait vers l'étang, ni sur les galets humides en bordure. Même l'herbe, pourtant haute, semblait intacte. Et les jupes qu'elle portait, on me le dit, n'étaient ni trempées ni salies. Cela ne m'étonna pas, car je savais, pour l'avoir souvent observé, que les gestes les plus mesurés sont parfois ceux qui précèdent la dissimulation, et que les choses bien rangées, comme des chaussures côte à côte, ne sont pas toujours le signe d'un esprit paisible. Il y avait là une mise en scène, une composition. Et pourtant, personne n'avait encore parlé d'autre chose que d'un suicide paisible. C'est ainsi que les drames les plus subtils commencent, dans l'ordre, dans la netteté, dans ce que l'on croit connaître. Il écouta les témoins sans impatience, nota chaque phrase,
chaque alibi, chaque souvenir. Mais tout, dans son attitude, respirait la certitude tranquille. Pour lui, Ethel Langridge s'était retirée du monde comme elle avait vécu, discrètement, proprement, sans dérangement. Il posa quelques questions, recueillit des informations pratiques, puis conclut qu'une autopsie serait inutile si la famille ne s'y opposait pas. Il parlait déjà d'arrangement. Je ne dis rien. Je le saluais avec cette civilité neutre que les vieilles femmes savent manier mieux que quiconque. Et pourtant, en moi, quelque chose s'alertait. Ce n'était pas ce qu'il disait qui me troublait. C'était ce qu'il ne voyait pas, ce qu'il croyait sans l'avoir vraiment interrogé. Je savais, par expérience, que les gens ne meurent jamais tout à fait seuls, même lorsqu'ils le décident. Et Ethel n'était pas une femme à poser ses chaussures comme ça. De retour chez Felicity, je restai un moment à regarder le jardin sans le voir. C'est elle qui brisa le silence. Je me suis réveillé cette nuit-là. Il devait être un peu plus de 10 heures. Je me tournai vers elle sans parler. Le portillon, vous savez, celui du fond du domaine. J'ai entendu le cliquetis du loquet. Je croyais que c'était le vent. Mais maintenant, je me demande. Sa voix tremblait légèrement. Ce n'était pas de la peur, mais une forme de doute ancien, celle qui ronge lorsqu'on n'a pas prêté attention à temps. Je lui demandai simplement si la porte du jardin restait d'ordinaire verrouillée le soir. Elle hocha la tête. Toujours. Ethel disait que la nuit, la nature reprend ses droits. Elle n'aimait pas l'idée que quelque chose, ou quelqu'un, puisse entrer sans être vu. Je ne posais pas d'autres questions, il n'en fallait pas davantage. Plus tard dans la journée, Felicity me proposa de l'aider à trier quelques effets personnels d'Ethel, comme le voulait la police. Nous montâmes à l'étage. La chambre était d'un ordre presque solennel. En ouvrant la coiffeuse, je remarquai un petit tiroir sur le côté droit, à peine visible. Il ne bougeait pas, fermé à clé. Je ne dis rien, mais une domestique qui passait dans le couloir s'arrêta. Elle tendit timidement la main. J'ai trouvé ça ce matin, dans une de ses chaussures. Je ne savais pas. C'était une petite clé d'un métal terne, usée à la base. Elle entra dans la serrure sans résistance. Le tiroir s'ouvrit. Et ce que j'y vis n'était pas grand-chose. Une feuille pliée en 4, glissée sous une pochette de soie. Je tendis la main, avec ce calme qui précède parfois les certitudes. Le papier était d'un ivoire jauni, mais la plume, elle, était ferme. L'écriture d'Ethel, sans aucun doute, droite, nette, sans rature. Une seule phrase occupait le centre de la page, comme suspendue dans le vide. Mon dernier pas sera le plus sincère. Je relus ces mots à voix basse, comme si leur poids exigeait d'être entendu. Felicity s'approcha lentement, mais ne dit rien. Ce n'était ni une confession, ni une explication. Rien qui puisse servir d'adieu traditionnel. Et pourtant, cette phrase portait en elle une décision, quelque chose de réfléchi. Mais pour qui et pourquoi? Je pensais à cette promenade dans le jardin, à sa voix si calme, à son regard vers l'étang, à cette phrase qu'elle avait murmurée « précédent ». Et pourquoi fallait-il le préciser ainsi? Il y a dans certaines écritures une absence trop parfaite. Ce billet me semblait appartenir à une vérité que personne ici ne soupçonnait encore. Ni Harding, ni Felicity, ni même Samuel, que je savais plus attentif qu'il ne le laissait paraître. Je repliai lentement le papier et le glissai de nouveau dans la pochette. Rien ne devait être précipité. Depuis la découverte du corps d'Ethel, le silence s'était installé comme une couverture pesante sur Charnwood. Mais à mesure que les jours passaient, les conversations, d'abord chuchotées, reprenaient leur cours, avec cette souplesse propre au village où l'on parle plus facilement des morts que des vivants. Le dimanche suivant, à la sortie de l'église, les fidèles ne regardaient plus tout à fait leurs pieds. Les têtes se penchaient, les voix se rapprochaient. On ne parlait pas encore de mystère, bien sûr, mais on parlait. Et cela suffisait à ce que les choses recommencent à circuler. Chez Madame Hargreaves, la boutique semblait être devenue l'épicentre du frisson collectif. On y achetait du lait et du savon avec une ferveur inhabituelle, comme si les gestes quotidiens prenaient un sens nouveau sous le poids d'un soupçon flottant.
Je n'avais rien demandé. Je n'avais rien suggéré. Mais je savais déjà que ce genre d'effervescence n'était jamais entièrement gratuite. Les souvenirs, dans les campagnes anglaises, se rangent en silence, mais ils ne s'effacent pas. Il suffit parfois d'un décès pour qu'un murmure ancien reprenne le droit de s'installer. Et dans ces murmures, on entend souvent plus que dans bien des confessions. Je retrouvai Madame Portinari le mardi matin, installée sous le vieux tilleul du presbytère, tricot posé sur les genoux, bouche déjà entr'ouverte. Elle n'avait jamais aimé Ethel Langridge, pas vraiment. Mais elle lui reconnaissait une certaine élégance du silence, ce qui, dans sa bouche, valait presque un compliment. Elle était très discrète, vous savez, Jane, même quand elle était jeune. Toujours à observer, jamais à se mêler. Et pourtant, elle savait tout. Tout. Je hochai la tête, sans mot dire. Elle reprit. Son mariage, discret, oui. Il est mort si tôt, ce pauvre Harold. Et elle ne s'est jamais vraiment remise. On aurait dit qu'elle portait ce veuvage comme une médaille. Pas une larme en public, mais toujours ce regard. Comme si elle attendait encore quelque chose. Elle s'interrompit, comme pour mieux me jauger. Puis, baissant la voix d'un ton, « Il y avait cette histoire, vous rappelez-vous, dans les années 30, juste après la mort d'Harold. Elle n'a plus jamais quitté le domaine. Jamais. » Je la remerciai d'un sourire mince et me retirai. J'avais appris depuis longtemps que chez certaines femmes, ce qu'on raconte trop bien contient souvent ce qu'on n'a pas osé vivre. Dans l'après-midi, une autre conversation, cette fois plus anodine en apparence, fit remonter à la surface un nom que je n'avais pas entendu depuis des décennies. Thomas L.C. C'était au détour d'une remarque sur l'ancien potager, laissé en friche depuis quelque temps, que Mrs. Arbury mentionna « ce jeune homme qui travaillait là, autrefois, Thomas, je crois ». Un flottement suivit. Puis elle ajouta « il est parti du jour au lendemain. Mais à Charnwood, les disparitions ne sont jamais vraiment silencieuses, et certains, dont le ton se voulait détaché, ne purent s'empêcher d'ajouter « parti sans bagage », sans dire au revoir. Ce détail, qu'on répétait comme une simple étrangeté, me parut au contraire très lourd, car dans ce genre de village, personne ne part sans prévenir, sauf à vouloir fuir quelque chose, ou à ne pas être parti de son propre chef. Je notais le nom dans mon esprit, avec ce soin particulier que l'on réserve aux choses que l'on croyait éteintes. Il y avait dans cette disparition un parfum d'inachevé, et les regards évités lorsqu'on en parlait ne faisaient qu'ajouter à mon trouble. Je me mis à observer davantage les silences que les mots. Et ce fut alors que je remarquai le plus, lorsque le nom de Thomas L.C. fut évoqué une seconde fois, dans une phrase banale, presque mécanique. Mrs. Arbury se raidit très légèrement, comme si un courant d'air invisible l'avait traversée. Le révérend, lui, baissa les yeux avec une lenteur calculée, comme s'il s'attendait à ce que la conversation dérive, mais priait pour qu'elle n'aille pas plus loin. Je n'intervins pas. Ce n'était pas le moment. Mais je compris que ce nom, loin d'être un souvenir quelconque, réveillait quelque chose de très précis et de très ancien, et que ce quelque chose ne demandait qu'à rester enfoui. Ce soir-là, alors que nous partagions un bouillon léger dans la cuisine, Mrs. Arbury, la voix presque étouffée par la vapeur, prononça une phrase inattendue. « Elle a fait venir un notaire, Jane, il y a quelques semaines à peine. » Je relevai la tête. « Un notaire ?» Elle hocha lentement la tête, sans chercher à se justifier. « De Londres, un monsieur discret. Il est venu un jeudi matin. Il est resté 1 heure, peut-être 2. Ils ont parlé dans le salon. Je n'ai rien entendu. Mais je crois qu'elle lui a donné des instructions très précises. Je posai ma cuillère sans bruit. Elle vous a dit pourquoi? Non, mais je l'ai vue ensuite, dans le jardin. Elle semblait soulagée, comme si un poids lui avait été retiré. Elle ne m'a rien confié, rien du tout. Je la regardais longuement. Il n'était pas dans les habitudes d'Ethel de modifier les choses sans raison. Si elle avait modifié son testament, cela voulait dire qu'elle avait fait un choix, et qu'il avait été important. Mais personne ne savait, ou ne voulait savoir, qui était désormais désigné comme bénéficiaire. Et c'était là, précisément, que les silences devenaient suspects. Les nouvelles voyagent vite, même dans les villages les plus repliés. Mais ce matin-là, ce ne fut pas une rumeur qui attira l'attention. Ce fut une silhouette.
Je le vis avant même qu'il ne parle. L'allure nette, trop nette, le pas souple, mais étudié, l'élégance discrète d'un homme qui sait se faire remarquer sans paraître le vouloir. Il se présenta comme Gordon Langridge, fils d'un cousin éloigné de feu Harold, le mari d'Ethel. Il avait entendu la nouvelle depuis Londres, disait-il, et s'était précipité pour régler les affaires de famille. Le terme me parut prématuré. Madame Arbury, troublée, se contenta d'acquiescer poliment. Felicity, elle, se referma comme une huître. Moi, je le regardais parler. Son regard, lorsqu'il balaya les alentours, s'attarda un peu trop longuement sur les fenêtres fermées de la maison Langridge. Il ne s'étonna de rien, ne sembla frappé ni par la perte, ni par le lieu. Et lorsqu'il évoqua son lien avec Ethel, ce fut avec la distance d'un homme évoquant une obligation polie, non un deuil sincère. Je sus à cet instant que son arrivée ne clarifierait rien. Le lendemain, il produisit une lettre. Elle était soigneusement pliée, glissée dans une enveloppe blanche, sans timbre, datée de 2 semaines avant la mort d'Ethel. L'encre noire, l'écriture droite. Au premier coup d'œil, il n'y avait rien d'étrange, sinon peut-être cette absence d'émotion dans la voix de Gordon, en la lisant à voix haute. « Cher Gordon, » commençait-elle, « il est temps pour toi de revenir à Charnwood. J'aimerais que tu t'installes ici, que tu reprennes ce que je n'ai plus la force de porter. » Il ajouta, avec un sourire contenu, « Tant Ethel n'était pas femme à tourner autour du pot. » Je le crus volontiers. Et pourtant, quelque chose dans cette lettre ne me laissait pas en paix. Sa formulation, trop nette, trop sèche. Ethel avait toujours été concise, mais pas froide. Je lui demandai s'il avait répondu. « Non, dit-il, j'ai préféré venir. » Elle m'avait tendu la main. Je l'ai saisie. La sincérité qu'il tentait de faire passer par ces mots me parut jouer. Ce n'était pas ce qu'il disait, mais ce qu'il s'évertuait à ne pas dire qui m'interrogeait. On proposa à Gordon de rencontrer le révérend Gibbons. Il accepta avec empressement, affirmant qu'il souhaitait honorer la mémoire de sa tante selon les usages du village. Une formule bien trop générale pour être honnête. Ce fut au presbytère que son masque commença à glisser. Il commenta l'humidité des murs, trouva les bancs de l'église inconfortables, s'étonna que les volets de la maison Langridge soient encore fermés à cette heure. Lorsqu'on évoqua l'enquête, il haussa les épaules. La pauvre femme était épuisée. Qui sait ce qui se passe dans la tête des vieillards? Le mot me heurta. Puis, changeant brusquement de sujet, il demanda s'il existait une copie du testament. Le révérend lui répondit, d'un ton neutre, que la question relevait du notaire. Gordon n'insista pas, mais ses lèvres se crispèrent très légèrement. Avant de partir, il jeta un regard vers le jardin en disant « Dommage pour les pivoines, personne ne les a arrosées depuis des jours. » Il parlait comme un propriétaire. Et dans sa voix, il n'y avait ni tristesse ni regret, seulement une impatience que je connaissais bien, celle de ceux qui estiment avoir droit à ce qui ne leur a pas encore été accordé. Il s'installa dans le bureau d'Ethel comme si cela allait de soi. Il demanda les clés, consulta les registres, feuilleta les carnets de compte sans la moindre gêne. Tout dans sa conduite respirait l'efficacité et le droit. Et pourtant, il éludait. Dès que l'on évoquait son enfance, les visites à Charnwood ou ses souvenirs d'Ethel, il se faisait vague, évoquant des vacances lointaines, des lettres échangées, mais jamais montrées. Je lui demandai un jour s'il se souvenait. Typique. Mais Samuel n'avait jamais quitté le domaine depuis 50 ans. Aucun enfant n'aurait pu l'oublier, ou feindre de le reconnaître à ce point. Ce fut là que je commençai à penser que Gordon Langridge n'était peut-être pas simplement pressé. Il était préparé, trop préparé. Et dans ce trop, il y avait quelque chose d'artificiel, comme un homme qui joue un rôle longtemps répété. Et ce rôle-là, je le connaissais bien. Je demandai au révérend s'il accepterait de relire la lettre. Il le fit avec gravité, ses lunettes posées sur le bout de son nez, son regard flottant entre les lignes. « C'est bien son écriture, » dit-il enfin. Puis il marqua un temps, mais elle semble tendue. Je sus ce qu'il voulait dire. L'inclinaison des lettres, d'ordinaire souple, paraissait raide, comme si chaque mot avait été copié
et non pensée. Les tournures, elles aussi, manquaient de cette musique subtile que toute main fidèle conserve, même dans la fatigue. Je relus la dernière phrase. « Tu es le seul en qui je puisse avoir confiance. » Ce n'était pas le style d'Ethel. Jamais elle n'aurait écrit cela sans nuance. Ce genre d'absolu trahissait une intention plus que sincère. Il trahissait une volonté de convaincre. Je reposai le papier et regardai le bois sombre de la table. Il ne suffisait pas de copier une écriture. Il fallait aussi savoir ce qu'on n'y met jamais. Et cette lettre, dans ce qu'elle disait trop clairement, révélait peut-être ce qu'Ethel n'aurait jamais dit. Je l'avais aperçue plusieurs fois depuis mon arrivée, toujours à l'ombre d'un massif, ou marchant le long des haies comme s'il n'appartenait plus au même monde que ceux qui l'entouraient. Samuel, le vieux jardinier du domaine, semblait flotter à la lisière de toutes les conversations. Il ne parlait à personne, ou plutôt, on ne lui parlait pas. Il s'inclinait devant Gordon avec la même lenteur qu'il accordait aux branches mortes. Rien dans son comportement ne trahissait l'agitation du village. Et pourtant, quelque chose, dans son silence, éveillait en moi une attention que je ne cherchais même plus à justifier. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il en savait davantage qu'il n'en montrait. Mais ce n'était pas la rétention d'un complice, non. C'était autre chose. Une patience muette. Une fatigue qui avait dépassé le besoin de dire. Et dans cette retenue, il y avait un trouble que nul ne semblait vouloir remarquer. J'interrogeai Félicity un soir, sans appuyer. Nous étions devant la théière, les mains enveloppées dans la tiédeur du quotidien. Je lui demandai depuis combien de temps Samuel travaillait au jardin. « Oh, presque 60 ans, murmura-t-elle. Il est arrivé juste avant la guerre. Non, avant la première, oui. Il devait avoir 16 ans. Je gardai le silence un instant. Puis elle ajouta, plus bas, « Il y a eu un incident. Je n'ai jamais su les détails. Il a été renvoyé, puis réintégré. C'était du temps du père d'Harold. On disait qu'il avait volé quelque chose, mais Ethel n'y croyait pas. » Je posai ma tasse. Ce n'était pas la première fois que je rencontrais ce genre de fidélité ambiguë. Un renvoi sans rupture, un soupçon qui reste, mais que l'on apprend à contourner. Et Samuel, dans sa façon d'occuper les lieux sans jamais s'imposer, incarnait précisément cela. Une mémoire vivante que l'on a renoncé à effacer. Je compris alors que si je voulais comprendre ce qui avait été déplacé, ou tu, il me faudrait suivre ses pas, même silencieux. L'histoire me parvint par bribes, comme il se doit. Ce fut une voisine, puis une autre, puis Madame Portinari, bien sûr, qui, l'air de rien, laissa échapper. Samuel? Oui, il y a eu cette histoire autrefois. Un sécateur disparu. Le mot était prononcé à voix basse, comme s'il pouvait réveiller une rancune ancienne. On ne savait plus très bien ce qui s'était passé. Certains disaient qu'on l'avait surpris rôdant près des serres fermées. D'autres parlaient d'un outillage précieux, offert par un lord, et disparu du jour au lendemain. Mais personne n'osait l'accuser franchement. Et personne ne voulait non plus le défendre. On avait évité le scandale. L'affaire avait été classée, comme on classe un tiroir dont on ne veut plus ouvrir le fond. Je savais, pour ma part, que ces sortes d'histoires ne disparaissent jamais vraiment. Elles prennent simplement racine dans les silences, et plus le jardin d'Ethel me paraissait ordonné, plus j'étais certaine que ce passé-là continuait d'y pousser, comme une mauvaise herbe qu'on n'arrache jamais tout à fait. Je demandai à Félicity si je pouvais jeter un œil au cabanon, sous prétexte de retrouver une étiquette de jardin. Elle me tendit les clés sans discuter, comme si elle savait déjà que je ne cherchais pas des semences. Le cabanon sentait le métal, le bois mouillé, et quelque chose d'autre, plus ancien. Une discipline silencieuse. Pourtant, dans un coin, près d'une caisse de ficelles et de ficus abandonnés, un carnet attira mon regard. Il était recouvert de cuir écaillé, bordé de poussière, et semblait n'avoir pas été touché depuis longtemps. Je l'ouvris avec précaution. Les premières pages contenaient des listes, engrais, taille, température. Puis, entre deux lignes, une mention rapide. Jeudi, Thomas E., pas venu. Plus loin, un nom apparaissait, raturé au crayon tendre. Thomas Elsie. Le crayon avait presque disparu, mais l'intention, elle, persistait.
Ce n'était pas une note technique, c'était un souvenir, maladroitement dissimulé dans une routine. Je refermai le carnet doucement. Il ne me fallait rien de plus pour comprendre que Samuel n'avait jamais oublié, et que ce nom, effacé à demi, liait le jardin au silence d'Ethel bien plus qu'on ne l'imaginait. Je repris le chemin des serres, sans bruit. Je savais déjà ce que je cherchais, même si je ne pouvais le nommer. Le long du mur sud, là où la vigne vierge avait repris ses droits, je remarquai une irrégularité dans la terre. Un relief minime, une forme sous la mousse. Je m'accroupis. Mes doigts, en effleurant la pierre, confirmèrent ce que mes yeux refusaient encore. Une stèle, modeste, presque effacée. On y lisait, en lettres simples, « Pour mon cœur disparu ». Je restai là, longtemps. Pas par tristesse, mais par respect. Il n'était pas nécessaire d'ajouter un nom. Celui qui l'avait gravé n'avait rien à prouver, seulement à se souvenir. Je sus alors que ce jardin contenait plus qu'un passé. Il contenait un chagrin enseveli. Quelqu'un avait été aimé, peut-être mal, peut-être trop tard, mais avec assez de force pour que ce chagrin prenne forme dans la pierre. Je ne dis rien à Felicity. Il y a des douleurs qui ne méritent ni commentaire ni exhumation. Mais je sentis, en quittant ce coin du jardin, que quelque chose en moi venait de s'assombrir légèrement. Non pas un soupçon, une promesse de vérité. Et je savais que celle-ci finirait par remonter à la lumière. Je venais de terminer une tasse de thé au presbytère lorsque le révérend Gibbons, d'ordinaire 6 mètres de ses gestes, me tendit une enveloppe avec un léger tremblement dans la main. Il m'expliqua qu'elle avait été mêlée par erreur au courrier paroissial, oubliée derrière un meuble du petit salon où les lettres étaient triées. Elle portait un timbre britannique, mais était adressée à un notaire parisien, un certain maître Lavallière, dont le nom m'était totalement inconnu. Le cachet datait de 10 jours avant la mort d'Ethel Langridge. Le révérend paraissait troublé. Il me demanda si, à mon avis, ce pli avait son importance. Je ne lui répondis pas immédiatement. Je sentais, au poids du papier et au soin apporté à l'écriture, qu'il ne s'agissait ni d'un simple mot de courtoisie, ni d'une affaire secondaire. Je demandai à garder la lettre quelques heures. Il hocha la tête, visiblement soulagé de me la confier. En la glissant dans mon sac, je n'eus qu'un seul sentiment, faible mais tenace. Celle qui l'avait écrite l'avait fait avec une intention qui n'avait pas eu le temps d'aboutir, et il se pourrait que cette intention changeât bien plus de choses qu'on ne le supposait encore. Je m'assis devant mon bureau, la lettre entre les doigts. L'écriture d'Ethel, élégante et maîtrisée, avait une inflexion différente cette fois. Moins ample, plus serrée, comme si chaque mot avait été pesé, retenu, presque prié. Elle commençait par une formule polie, distante, presque notariale. Puis venait le cœur du message. Ethel exprimait le souhait, non juridiquement contraignant, mais moralement limpide, que ses biens, ou tout au moins une part significative, soient remis à une certaine Solange Fournier. Elle précisait « Fille de mon ami de pension, morte en couche dans l'indifférence des années 30. Je n'ai jamais pu la rencontrer, mais je l'ai toujours portée en moi comme une dette. » La lettre ne contenait ni testament, ni document officiel. Mais tout y transpirait la sincérité et une volonté douce, obstinée, de réparer ce que la vie avait laissé en suspens. Je la relus 2 fois, puis je posai la feuille à côté de moi. Ce nom, Solange Fournier, surgissait avec une étrangeté à la fois intime et lointaine. Je compris qu'il me fallait désormais fouiller non dans la maison d'Ethel, mais dans ses souvenirs, ses absences, et cette fidélité ancienne qu'aucun notaire n'avait jamais entérinée. Un souvenir me revint alors, vague, mais persistant. Une photographie, que j'avais aperçue un jour dans le salon d'Ethel, posée négligemment sur un guéridon près de la bibliothèque. 2 jeunes filles en uniforme de pensionnat, l'air grave, presque mélancolique, se tenaient côte à côte. L'une d'elles tenait une rose, l'autre un livre fermé. Je avais confié en vue d'une future vente caritative. La photographie y était, comme je l'espérais. En la retournant, je vis ces mots tracés à l'encre violette, à peine lisible. Solange, 1908, à jamais.
Je n'eus besoin de rien de plus. Je tendis l'image à Gibbons. Il reconnut aussitôt le visage d'Ethel, plus jeune, le regard déjà ombré d'une gravité précoce. Quant à l'autre jeune fille, Solange, elle restait un mystère figé dans l'instant. Mais un lien existait, de cela j'étais désormais certaine. Un lien tissé dans les plis de l'absence, une affection tue, trop ancienne pour les documents officiels, mais assez forte pour motiver un geste tardif. Et peut-être que ce geste avait déclenché quelque chose, une crainte, une colère, ou un réflexe de protection chez ceux qui n'y voyaient qu'une menace. Depuis que cette lettre avait refait surface, je notais un changement subtil, mais insistant, chez Gordon Langridge. Lui qui, jusque-là, arborait un sourire distant, presque amusé, avait désormais les traits légèrement crispés. Il semblait ne plus trouver de repos. Chaque matin, il passait de longues heures dans le bureau d'Ethel, prétextant trier ses affaires pour faciliter les démarches successorales. Il parlait vite, avec cette hâte mal dissimulée que l'on prend pour cacher l'inconfort. Il remerciait à demi-mot, s'excusait de déranger, puis revenait aussitôt. Je fis mine de m'étonner de sa présence quotidienne. Il répondit qu'il était important de sécuriser certains papiers, notamment pour éviter les complications familiales de dernière minute. Je hochai lentement la tête. Ce n'était pas sa nervosité qui m'inquiétait, mais l'absence de regard. Il évitait mes yeux. Et ses mains, quand elles reposaient sur le dossier d'une chaise ou sur une chemise en carton, tremblaient légèrement, comme s'il portait en lui une urgence qu'il ne parvenait pas à nommer. Je ne dis rien, mais je savais que quelque chose avait été mis en mouvement, et que ce quelque chose ne serait pas arrêté par une simple volonté testamentaire. C'est Madame Hayworth qui m'en avertit. Une femme discrète, veuve depuis longtemps, mais qui avait l'habitude de promener son chien au crépuscule. Elle frappa à ma porte en fin d'après-midi, l'air plus embarrassé qu'inquiète. Je ne veux pas paraître curieuse, Miss Marple, mais il y avait une odeur étrange ce matin dans le jardin d'Ethel. Une odeur de papier brûlé. Je la remerciai, puis me rendis sur les lieux. Près du vieux saule, dans une bonbonne métallique qu'on utilisait autrefois pour brûler les mauvaises herbes, je trouvais ce qu'il restait d'une combustion précipitée. Cendres noircies, fragments encore tièdes, et parmi eux, un coin de papier plus épais, à moitié consumé. Je le récupérai avec soin. Il portait un en-tête, Étude Maître Lavallière, Paris. Je refermai doucement la bonbonne. Il n'y avait plus de doute. Quelqu'un avait voulu faire disparaître un document lié à la lettre d'Ethel. Pas un vol, pas une falsification. Une tentative d'effacement pure et simple. Comme si l'existence même de cette correspondance menaçait un équilibre fragile. Et je compris, en repliant le fragment, que la prochaine question ne serait pas juridique, mais humaine. Je n'avais pas l'intention de brusquer les choses. Le thé chez Mrs. Arbery avait le charme lent des dimanches sans urgence, où le sucre adoucit plus que les pâtisseries. Les dames du village parlaient de la pluie de juin, des cerises trop acides cette année, et de la dernière maladresse du jeune facteur. Mais au fil de la conversation, j'évoquais, d'un ton détaché, combien Ethel Langridge aimait les lilas. Je mentionnais qu'on la disait parfois songeuse sous les branches, comme si certaines fleurs contenaient des souvenirs. Madame Denison, qui gardait toujours un silence frangé de dignité, leva alors la tête. Ses yeux clignèrent plusieurs fois, comme pour retrouver une image lointaine. Puis elle dit, presque à elle-même, « Ce devait être en 1934. » Les autres se turent, poliment, mais sans feinte indifférence. Elle poursuivit, les doigts serrés autour de sa tasse. J'étais passé chez Ethel pour lui rendre une broche prêtée à ma sœur. Elle n'était pas dans la maison. Je l'ai vue dans le jardin, sous les lilas. Elle tenait une lettre, froissée. Je me souviens surtout de son visage. Quelque chose s'était brisé, je crois. Elle ne m'a pas vu. Je ne dis rien. Mais je sus à cet instant qu'un souvenir longtemps enseveli venait de remonter, mu par la lenteur du thé et la chaleur d'une parole oubliée. Et je devinais que ce n'était que le premier fil d'une mémoire trop longtemps contenue. J'insistais doucement. Sans la presser, je demandai à Monsieur et Madame Denison si elles se rappelaient autre chose de cet après-midi. Elle ferma les yeux un instant puis murmura. Ce jour-là, il faisait très chaud.
Un de ces jours où l'air semble attendre quelque chose. Elle me raconta qu'elle avait contourné la maison pour frapper à la porte arrière. Mais son pas s'était figé en entendant des mots, portés par le silence. Ce n'est pas possible. Pas lui. Pas lui. C'était la voix d'Ethel, une voix étouffée, lettre toujours à la main. Elle ne pleurait pas, non. Mais elle paraissait vidée, comme si quelque chose l'avait désertée. Madame Dennison, prise de pudeur, avait rebroussé chemin. Elle termina son récit d'une phrase qui resta suspendue dans l'air. Je crois qu'à ce moment-là, elle avait appris quelque chose qu'elle aurait préféré ignorer. Et moi, en l'écoutant, je sus que cette lettre, celle-là même, froissée, oubliée, portait peut-être les racines d'un secret trop lourd pour la lumière. Alors que Madame Dennison achevait son récit, Mademoiselle Cartwright, plus sèche, moins sentimentale, se racla la gorge. Elle déclara, avec cette précision qui ne souffre ni contradiction ni digression, « Ce fut également cette année-là qu'on entendit un cri, un soir de brouillard. » Toutes les têtes se tournèrent vers elle, incrédules, sauf la mienne. Elle précisa que cela s'était produit un mardi. Elle s'en souvenait car elle venait de border son chien et d'éteindre la lampe du couloir. Un cri bref, aigu, venu des bois. Puis, un son plus sourd, comme un choc étouffé. Pas un coup de feu franc, non. Quelque chose de contenu, de masqué par l'humidité des feuilles. J'ai cru que c'était un renard, ajouta-t-elle. Mais le lendemain, j'ai trouvé la barrière du potager entr'ouverte, ce qui n'arrivait jamais. Elle avait voulu en parler, mais personne ne l'avait écoutée. On l'avait regardée comme on regarde une femme seule qui entend trop bien. Je remerciai doucement, sans commentaire, car dans cette voix tendue, dans ce souvenir précis à l'excès, il y avait plus qu'un simple bruit de nuit. Il y avait la trace laissée par un événement dont personne, pas même elle, n'avait osé mesurer les contours. Les paroles de Miss Cartwright avaient laissé un silence feutré, presque coupable. Comme s'il était inconvenant d'avoir gardé cela pour soi si longtemps. Puis, lentement, un nom s'imposa. Ou plutôt, une absence. Thomas L.C. Je le prononçai doucement, presque en m'excusant. Mrs. Arbury sursauta légèrement. Elle se souvenait de lui. Un jeune homme à l'air doux, venu travailler au jardin au printemps 1934. Doué de ses mains, discret, parfois un peu trop. Il logeait dans la petite chambre au-dessus des écuries. Et puis, plus rien. Il avait disparu sans laisser d'adresse, sans demander son solde, pas même un mot griffonné sur une enveloppe. On avait supposé une fugue, une aventure, ou un engagement ailleurs. Mais personne ne l'avait revu. Ce silence soudain n'avait pas éveillé la méfiance à l'époque. On avait d'autres préoccupations. L'année 1934 portait ses propres turbulences. Mais à présent, avec le souvenir du cri, le regard brisé d'Ethel sous les lilas et l'ombre d'une lettre jamais retrouvée, cette disparition prenait un poids nouveau. Et je commençais à sentir que l'histoire d'Ethel n'était pas celle d'une femme seule, mais celle d'un lien interrompu, d'un destin qui s'était effacé trop vite. Je parlais au révérend Gibbons du vieux chêne près de la serre. Pas vraiment par hypothèse, mais par intuition. Quelque chose me disait que cette terre avait gardé trace de ce qui s'était tu. Il accepta d'y aller avec Samuel, le vieux jardinier, dont la mémoire restait curieusement muette sur cette époque. Il ne refusait pas de répondre. Il évitait seulement d'y penser. Le tronc du chêne était creux, fissuré par les années. Une mousse dense couvrait l'écorce, et les racines s'étaient comme repliées sur elles-mêmes. Mais Samuel, après un long moment d'observation, s'agenouilla sans un mot, et écarta délicatement une plaque de bois pourri qui semblait avoir été replacée à la hâte. Dans une anfractuosité sombre, on distingua une forme métallique. Le révérend la retira avec précaution. C'était une balle, ancienne, oxydée, alourdie par le temps. Une balle logée là depuis si longtemps que l'écorce avait commencé à l'engloutir. Samuel me dit rien, mais ses doigts tremblaient, et je vis dans ses yeux quelque chose de brisé. Pas de la peur, mais une fatigue ancienne. Une lassitude d'avoir porté un silence trop lourd, trop longtemps. Je savais qu'il ne parlerait pas encore. Pas tout de suite. Mais la vérité, elle, avait commencé à sortir du bois. Lentement, sans fracas. Comme une racine que l'on déterre un peu trop tard. Je ne voulais ni accusation,
ni effet. Mais je sentais que l'heure était venue de rassembler les fils, du moins ceux que je pouvais encore tenir. Le révérend Gibbons, d'abord hésitant, avait accepté ma demande avec une fatigue résignée. Il n'ignorait pas que certaines vérités, une fois dévoilées, laissent un goût plus amer que le mensonge. Ils vinrent donc, un à un. Gordon Langridge pressentit qu'on évoquerait quelque chose de douloureux. Samuel, silencieux, tenant son chapeau comme s'il portait un fardeau. Et l'inspecteur Harding, que j'avais fait prévenir, plus par prudence que par espoir d'éclat judiciaire. Le salon de la maison Langridge, jadis lieu d'hospitalité compassée, semblait s'être rétracté dans une obscurité voulue. Les rideaux étaient tirés, non par souci de lumière, mais comme pour contenir ce qui devait enfin être dit. Je m'assis. Je ne regardais personne en particulier. Et je commençais à parler, non comme on raconte, mais comme on énumère les cailloux qu'on a ramassés sur un sentier. Un à un, jusqu'à ce que la route apparaisse. Je n'eus pas besoin d'élever la voix. C'est dans le calme souvent que les vérités les plus rugueuses se découpent. Je rappelai d'abord un détail simple. Lorsque Mrs. Arbery avait découvert le corps d'Ethel, elle avait remarqué que ses vêtements étaient parfaitement propres. Or, à cette saison, le sentier longeant l'étang était boueux. Comment expliquer que la jupe, longue et d'un tissu fragile, n'eût aucune trace, à moins que le corps n'eût été déplacé après la mort? Je parlais doucement, presque comme si je déroulais une recette. Puis j'évoquais la lettre retrouvée dans le tiroir du secrétaire, censée confirmer la volonté intacte d'Ethel. Une lettre, certes, mais dont le papier portait une texture récente et dont le contenu contredisait subtilement ce que nous savions déjà par l'enveloppe adressée au notaire parisien. Je fis une pause. Puis j'ajoutai que l'odeur de papier brûlé avait été signalée par une voisine le matin même, et que dans la bonbonne où l'on incinère les déchets de jardin, quelques fragments avaient miraculeusement survécu. Parmi eux, un bout de feuille à l'entête du cabinet Lefebvre et Montalban, notaires à Paris. À ce stade, je n'avais encore accusé personne. Je posais des jalons, sans les relier. Mais je sentais que chacun, à sa manière, en traçait déjà la ligne. Et je vis, dans un coin du salon, le regard de Gordon se raidir imperceptiblement, comme si un fil tendu trop longtemps, commençait à vibrer. Je n'eus pas besoin d'interroger. Je demandais simplement que l'on apporte un carnet d'Ethel, l'un de ceux qu'elle utilisait pour noter ses lectures, ses recettes, ses vers préférés. Le révérend s'exécuta, un peu lentement. Je l'ouvris avec précaution, et je posai à côté la lettre qu'avait remise Gordon à l'inspecteur Harding, celle qu'il affirmait avoir trouvée dans le secrétaire. Il n'est pas besoin d'être graphologue, dis-je d'un ton presque détaché. Il suffit d'un peu d'habitude. Je montrai, d'un doigt paisible, les courbes souples de l'écriture d'Ethel, la manière dont son R semblait toujours vouloir se prolonger, son F retombait légèrement à droite. Une écriture élégante, mais vivante. Puis celle de la lettre, raide, calibrée, dénuée de ses respirations naturelles. Le S n'avait pas sa courbe, le T était barré trop bas. Une main avait cherché à imiter, mais elle avait oublié la vie. Je n'eus pas besoin de commentaires. Ce n'était pas une démonstration accusatoire. C'était une absence, tout simplement. L'absence du geste vrai, de l'âme dans l'écriture. Et dans ce silence, chacun comprit que cette lettre, prétendument oubliée, n'était qu'un leurre, un rempart maladroit dressé contre un passé trop menaçant. Je fis un léger mouvement de tête vers Gordon, pas pour le désigner, mais parce que tout, lentement, revenait à lui. Je rappelais que, dès l'annonce du décès d'Ethel, il avait montré un empressement peu commun. Il parlait de succession avant même que le médecin ne reparte. Il fouillait les tiroirs, classait les papiers, interrogeait le révérend sur la valeur de la maison et les obligations bancaires. Il avait affirmé vouloir soulager la famille des démarches. Mais quel besoin si pressant de tout organiser, avant même que le deuil ne s'installe. Je dis cela d'un ton neutre, mais dans les regards autour de moi, je sentis qu'un doute s'infiltrait. Je repris alors, toujours sans insister, qu'Ethel, dans sa lettre interceptée, avait désigné une autre héritière, une jeune femme qu'elle n'avait jamais connue,
mais dont la simple existence suffisait à bouleverser l'ordre établi. Une étrangère. Un prénom oublié. Solange. À mes mots, Gordon voulut répondre, mais ses lèvres se refermèrent sur un silence maladroit. Je n'avais rien prouvé. Je n'avais posé que des liens, ténus, mais réels. Et déjà, je percevais que quelque chose en lui vacillait. Non pas encore la vérité, mais une résistance. C'est à cet instant que la porte du salon s'ouvrit sans bruit. Samuel entra. Il ne regarda personne, ou plutôt, il regarda tout le monde à la fois, d'un œil qui n'avait plus besoin de mots. Dans ses mains, il tenait un objet sombre, détrempé, aux fibres épaisses. Une écharpe de laine, reconnaissable entre toutes, celle qu'Ethel portait lors des froids tardifs du printemps. Il la posa, lentement, sur la berge nord de l'étang, là où personne ne va jamais. Le tissu était encore humide, malgré les jours passés, protégé sous une pierre. Gordon se leva. Il protesta. Il parla de coïncidence, de manœuvre absurde. Mais sa voix tremblait. Il cherchait les mots comme un homme cherche un parapluie dans une averse qu'il a déjà trempée. L'inspecteur Harding prit note, mais il n'intervint pas. Car tout dans cette pièce avait déjà commencé à basculer. L'écharpe, inerte, disait ce qu'aucune bouche n'osait encore formuler. Que la mort d'Ethel n'avait pas été une défaillance douce, une issue paisible. Quelqu'un avait lutté contre un testament, contre un nom venu de loin, contre une vérité tissée dans la laine même des jours anciens. Et je compris, à la manière dont Samuel fixait le sol, que d'autres silences attendaient encore d'être défaits. Il resta debout quelques instants, face à l'écharpe détrempée, comme si cette laine informe contenait à elle seule tout ce qu'il avait cherché à retenir. Puis ses épaules se relâchèrent. Le silence se fit autour de lui, compact, presque solennel. « Elle avait changé, dit-il enfin, la voix plus sèche qu'émue. Depuis quelque temps, elle parlait de France, d'un nom que je ne connaissais pas. Elle disait vouloir réparer. Je ne dis rien. Il poursuivit, comme si chaque mot naissait malgré lui. J'ai trouvé les papiers dans sa chambre. Une liasse bien ordonnée, des copies de lettres, un brouillon de testament. Elle avait tout préparé pour un notaire étranger. Il marqua une pause, le regard éteint. Je n'ai pas réfléchi. J'ai paniqué, oui. J'ai vu ce que je perdrais. Toute une vie à attendre, à lui écrire, à lui rendre visite quand personne ne le faisait. Et pourquoi? Pour qu'une inconnue ramasse ce que j'avais préservé? Il s'assit enfin, les mains posées sur ses genoux comme deux choses mortes. Je crois qu'il n'espérait plus rien. Ce n'était pas tant le remords qui pesait sur lui, que le vertige d'avoir brisé quelque chose d'irrémédiable. Et pourtant, dans ce moment suspendu, j'eus l'intuition que le pire n'était pas encore dit. Il reprit d'une voix plus basse, comme s'il s'adressait à lui-même ou à une tante qui ne l'écouterait plus jamais. Elle m'avait dit que certaines douleurs ne s'effacent pas avec le temps, que le passé ne s'enterre pas sous les fleurs du jardin. Il serra les doigts. Elle parlait souvent d'un homme, d'un regret ancien, et puis ce prénom, Solange. Elle l'écrivait dans son carnet, parfois en le soulignant. J'ai cru d'abord qu'il s'agissait d'un vieux souvenir, d'un caprice sentimental. Il se redressa légèrement. Mais quand j'ai vu les documents, la lettre pour le notaire de Clermont-Ferrand, j'ai compris que ce n'était pas un rêve. Elle allait changer le testament, me retirer le domaine, offrir tout cela à une étrangère. Il tourna vers moi un regard à moitié éteint, à moitié implorant. Elle n'était plus elle-même, vous comprenez? Elle se laissait manipuler, pas par quelqu'un, non, par des fantômes, par un passé qui n'avait plus lieu d'être. Je ne répondis pas, car je savais que certains fantômes, loin de s'estomper, prennent chair dans les silences qu'on entretient trop longtemps. Il inspira lentement, comme s'il fallait puiser la force dans l'air même du salon. « Je n'avais pas de plan », murmura-t-il. « Seulement une peur, et une colère que je n'avais pas vue venir. » Il expliqua alors, sans détour, mais sans brutalité, ce qu'il avait fait. Il avait pris une feuille du vieux papier à lettres, imité l'écriture d'Ethel avec une attention maniaque. Il connaissait chaque boucle, chaque hésitation de plume. Il avait écrit une lettre de son cru, où sa tante affirmait vouloir maintenir l'Ancien Testament. Ce n'était pas parfait,
mais cela suffisait. Les gens ne lisent pas vraiment les lettres des morts, vous savez. Il avait ensuite replacé la fausse lettre dans un tiroir, prévu d'y revenir le moment venu, mais la panique l'avait poussé à l'emporter avec lui dès le lendemain. Et puis, ce soir-là, elle marchait seule près de l'étang. Elle était fatiguée. Elle avait ce châle sur les épaules. J'ai dit que je voulais lui parler. Il se tut. Le silence se fit si dense que j'entendais le souffle court de Madame Arbury. Je l'ai poussée. Pas violemment. Elle a glissé, je crois. Je ne sais même plus si elle a crié. Il s'arrêta net, comme si ces mots lui avaient coûté le peu qui lui restait. Et je compris alors qu'il ne se sentait pas criminel, seulement puni. Par avance. L'inspecteur Harding ne dit rien. Il se contenta de se lever, lentement. Il posa une main sur l'épaule de Gordon, non pas pour l'empoigner, mais pour l'accompagner dans cette marche qu'il n'aurait plus jamais l'occasion de faire seul. Personne ne cria. Il n'y eut ni menottes, ni grande déclaration. Juste une stupeur molle, comme un linge trempé. Révérend Gibbons baissa la tête. Il prononça une prière courte, presque murmurée, qui ne semblait pas tant destinée à Dieu qu'à cette tante défunte, dont le souvenir flottait à présent dans l'air humide de la pièce. Samuel resta debout, figé, les mains nouées devant lui. Il regardait vers la baie vitrée, au-delà de laquelle on apercevait l'étang. L'eau y était noire, opaque, comme si elle refusait désormais de refléter quoi que ce soit. Personne n'osa parler d'injustice. Tout semblait avoir suivi un cours étrange, mais inéluctable. Et je sentais, au creux de ma poitrine, une fatigue sourde. Non de l'effort, mais de ce poids qu'on porte quand on découvre que la vérité, même nue, n'a pas toujours le goût du soulagement. Quelques jours plus tard, une lettre parvint à Saint Mary Mead. Le papier était crème, l'encre noire, l'écriture d'une régularité douce. Elle venait de Clermont-Ferrand. Solange Fournier, dont le nom flottait depuis des semaines dans les non-dits du jardin Langridge, y écrivait en français soigneux. Elle avait appris la nouvelle. Elle ne parlait ni d'héritage, ni d'avantage. Elle écrivait simplement qu'elle viendrait. Non pour revendiquer quoi que ce soit, disait-elle, mais pour honorer ce jardin, où quelqu'un m'aima sans jamais me connaître. Je relus la phrase plusieurs fois. Elle ne contenait ni accusation, ni émotion excessive. Seulement une promesse calme. Et je sus à cet instant que le domaine connaîtrait à nouveau le silence des pas légers, les gestes sans urgence, les voix posées qui lavent doucement les blessures anciennes. Comme si, enfin, les fleurs du magnolia avaient trouvé pour qui fleurir. Après le départ de Gordon, le domaine Langridge retrouva peu à peu une respiration ancienne, oubliée. Les domestiques, d'abord hésitants, réapprirent à marcher sans crainte sur les dalles de l'entrée. Les volets, longtemps fermés même en plein jour, furent ouverts un à un, comme pour rendre à la lumière son droit d'entrée. Il ne s'agissait pas d'un renouveau éclatant. Rien ne fut brusqué, mais l'air lui-même sembla se délester d'un poids invisible, et les murs, autrefois voûtés par le secret, reprirent une forme droite, tranquille. On nettoya les allées, on replaça les chaises dans le petit salon. Pourtant, malgré ces gestes, la maison restait empreinte d'un vide particulier. Un vide qui n'avait rien de triste, mais portait en lui quelque chose de définitif. Comme si les choses avaient été dites, enfin, mais à voix basse, et que chacun, désormais, respectait ce murmure. Je venais de temps à autre, ne disant pas grand-chose moi non plus. J'écoutais les pierres, j'observais les oiseaux, et je me surprenais à penser que certaines vérités, pour être supportables, devaient rester suspendues dans le silence. C'était un matin tiède de mai. Le genre de matin où l'air semble glisser sur les feuilles sans les déranger. Je l'aperçus d'abord de loin, debout au portail, les mains croisées devant elle. Elle ne semblait pas oser appeler, ni reculer. Elle portait un manteau léger, couleur sable, et ses cheveux bruns étaient tirés simplement. Une femme ordinaire, aurait-on dit, si ce n'était pour cette manière singulière qu'elle avait de se tenir droite, sans raideur, mais comme quelqu'un qui ne souhaite pas peser. Je sus aussitôt que c'était elle, Solange Fournier. Elle entra lentement, les yeux ouverts sur tout, mais la bouche close. Je m'avançai vers elle, et lui tendis la main sans rien dire. Elle la serra, doucement, sans hésitation.
Je la guidai jusqu'au perron, et nous restâmes là un moment, à écouter le bruissement du vent dans les branches du magnolia. Elle ne posa aucune question. Pourtant, je sentais en elle une tension retenue, comme une corde qu'on aurait laissé trop longtemps nouée. Et dans son silence, je retrouvais celui d'Ethel. Ce silence précis, élégant, douloureux parfois, mais toujours digne. Je fis préparer du thé, et nous nous installâmes sous le grand magnolia. Il était en pleine floraison, comme si cette année-là, la nature elle-même avait décidé de saluer un retour différé. Solange tenait sa tasse avec soin, mais n'en but que quelques gorgées. Je lui parlais d'Ethel, par fragments, de cette dame que l'on prenait pour distante, mais qui, sous son apparente froideur, dissimulait une fidélité rare. Elle ne parlait pas beaucoup de la guerre, dis-je doucement, mais elle gardait, dans un tiroir de son bureau, une lettre repliée 100 fois, dont l'encre s'était presque effacée. Elle ne répondit pas, mais je vis dans ses yeux quelque chose frémir. Elle savait. Ce jardin était son refuge, ajoutai-je, un espace où l'on pouvait aimer sans être vu. Elle disait parfois qu'un amour peut ne savait plus très bien s'il devait se briser ou s'élargir. Je compris que les mots étaient inutiles. Il fallait juste rester là, dans ce thé partagé, sous les pétales blêmes, et respirer ce qui avait été transmis sans jamais être dit. Après le thé, je lui proposai de marcher dans le jardin. Elle hocha la tête. Nous suivîmes les allées entretenues, puis contournâmes le petit bosquet qui menait à la pierre. Elle la vit avant moi. Une stèle modeste, simple, posée là entre deux rosiers encore en bouton. Dessus, les mots gravés. « Pour mon cœur disparu ». Elle s'arrêta. Ne dit rien. Sa main effleura la surface de la pierre. Un geste presque imperceptible, mais chargé de tant de choses muettes qu'il me sembla entendre un souffle. Elle ne pleura pas. Mais ses yeux, embués, cherchaient quelque chose au-delà des lettres. Peut-être un visage. Peut-être une voix. Je ne posai aucune question. Elle non plus. Ce qui devait être compris l'était déjà. Je la laissai s'asseoir sur le banc de bois, non loin. Elle resta là quelques minutes, le regard perdu vers le sud. Le vent se leva un peu. J'eus la sensation étrange que, ce jour-là, le jardin se souvenait lui aussi. Et quand elle se leva enfin, ses pas étaient plus assurés, non pas légers, mais ancrés, comme si en touchant cette pierre, elle avait reconnu une part d'elle-même. En regagnant la maison, je pensais à tout ce qui n'avait jamais été dit, ni par Ethel, ni par Solange, ni par ceux qui avaient observé sans comprendre. Certains mots, me disais-je, n'existent que pour ouvrir les silences, non pour les combler, mais pour les rendre vivants. Le pardon, l'attente, le fil ténu qui relie deux âmes que le temps n'a pas pu lier, mais dont les racines se sont trouvées, malgré tout, sous la même terre. Et je compris alors que cette maison, plus que jamais, appartenait à cela, à l'invisible, à l'inachevé et à ce qui demeure. La maison Langridge respire à nouveau, mais son passé demeure inscrit dans chaque pierre, chaque tige de magnolia. Certaines vérités n'ont jamais été dites, pourtant elles ont trouvé leur chemin. À travers une lettre non envoyée, un amour gardé en silence, une promesse tenue tardivement. Peut-on vraiment connaître quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré et aimer malgré tout? Qu'en pensez-vous? Laissez-moi votre avis en commentaire. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à la partager, à vous abonner ou simplement à laisser un petit mot. Votre présence ici est précieuse.